Bonsoir à tous, mardi 18 septembre, bienvenue dans le 7-8 journal de TV 78. Tout de suite, les titres de cette édition. Ce groupe est implanté à Saint-Quentin en Yvelines depuis près de 40 ans. Socotec a inauguré hier son nouveau siège à Guyancourt en présence de plusieurs élus locaux. Un site de 7000 m² qui accueille 450 salariés, anciennement basés à Guyancourt et Montigny-le-Bretonneux. Nous étions sur place. Un Français sur 5 ne mange pas à sa faim, enseignement d'un dernier sondage Ipsos pour le Secours populaire, une précarité qui progresse dans le département alors qu'Emmanuel Macron a annoncé récemment son plan pauvreté. Invité de ce journal, Pascal Rodier, secrétaire général du Secours populaire des Yvelines. Et puis, dans tout juste une semaine, la Ryder Cup débutera à Saint-Quentin en Yvelines. Nous continuons de vous présenter le parcours de la compétition. Focus également à suivre sur l'héritage que pourrait laisser l'événement au territoire. Et puis nous nous interrogerons également dans ce journal sur les conséquences locales de cette annonce, la suppression prochaine de 1600 postes au ministère des Sports, avec notre invité Luc Miseret. La police de sécurité du quotidien entre dans le concret aujourd'hui dans 15 quartiers prioritaires. Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb l'a annoncé hier lors d'une visite à Corbeil-Essonnes qui fait partie du dispositif, tout comme la commune de Trappes. D'après le ministère, les premiers effectifs ont pris leur fonction aujourd'hui dans le quartier des Merisiers et de la Plaine de Naufle. La police de sécurité du quotidien prévoit notamment de 15 à 30 renforts aux effectifs déjà en place et une proximité renforcée avec la population. L'une des priorités, la lutte contre le trafic de stupéfiants. Un nouveau siège pour Socotec, cette entreprise de contrôle dans le secteur de la construction, l'a inauguré hier lundi à Guyancourt. Une nouvelle installation qui intègre les 3 anciens sites déjà installés dans l'agglomération saint-quentinoise. Les détails avec Nicolas Dandry. C'est une entreprise historique de Saint-Quentin en Yvelines. Le groupe Socotec a inauguré son nouveau siège à Guyancourt. Installée depuis 1979 sur l'agglomération, elle a regroupé ses 3 sites et ses 450 salariés sur un espace de 7000 m², avec un attachement certain au territoire. Alors ce nouveau siège, il représente d'abord un environnement de travail radicalement nouveau pour les 450 collaborateurs qui travaillent ici, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus facilitant le travail en transversal, exprimant beaucoup mieux ce que doit être un environnement de travail aujourd'hui en 2018. Présent lors de cette inauguration, Jean-Michel Fourgousse, président de Saint-Quentin en Yvelines, et Marie-Christine Le Tarnec, maire de Guyancourt. Travailler main dans la main avec les entreprises saint-quentinoises, la volonté des élus. Vous savez, Saint-Quentin, c'est en fait, que je dis souvent, c'est un triple pôle d'excellence. Excellence sportive, il n'y a qu'à voir aujourd'hui, dans quelques jours, on a la Ryder Cup. C'est un pôle d'excellence économique. La qualité des entreprises à Saint-Quentin n'est plus à démontrer. Bon, elle est assez extraordinaire. Et puis aussi un pôle scientifique avec également l'arrivée de Paris-Saclay, la première université française, qui va être le pôle scientifique et technologique de la France. Des entreprises pour une collectivité, c'est très important. Au niveau du budget, avec la baisse des dotations effectivement de l'État, ça nous permet d'avoir des financements importants pour mettre du service public à disposition des habitants. Socotec réalise aujourd'hui près de 700 millions d'euros de chiffre d'affaires. Spécialisé dans les tests, l'inspection et la certification dans le domaine de la construction et des infrastructures. Avec ce nouveau site, le groupe a pour ambition de devenir le leader européen du secteur. Une stratégie nationale dévoilée le 13 septembre dernier. Emmanuel Macron a annoncé son plan pour endiguer la pauvreté. Plusieurs mesures chiffrées à 8,5 milliards d'euros sur 4 ans, notamment renforcer les dispositifs d'accompagnement, de retour à l'emploi, instaurer un revenu universel d'activité, mais aussi des actions en faveur de la jeunesse et de la petite enfance, mettre en place par exemple des petits déjeuners pour les écoliers des zones prioritaires. Ce plan pauvreté intervient dans un contexte de progression de la précarité en France et dans les Yvelines. Un Français sur 5 ne mange pas à sa faim d'après un dernier sondage Ipsos pour le Secours populaire français. Bonsoir Pascal Rodier. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire général du Secours populaire des Yvelines. En septembre, votre association est en pleine campagne pauvreté et précarité. On en parle juste après. La pauvreté progresse en France. Est-ce que c'est le même constat que vous dressez dans les Yvelines ? Oui, les Yvelines n'échappent pas au constat national et ce qui nous inquiète, c'est qu'en fait, c'est des gens qui sont de plus en plus pauvres en plus. Voilà.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est urgent d'agir. Il y a ce plan au niveau politique annoncé par Emmanuel Macron. C'est aussi pour les associations de continuer le travail qu'elles font sur le terrain. Il y a ça. Et puis la difficulté, c'est qu'en fait, y compris pour des associations de caractère généraliste comme le Secours populaire, en fait, de plus en plus, les gens nous sollicitent pour un petit peu tout dans le quotidien. Et donc, ça complexifie d'autant plus la tâche des bénévoles, en fait, sur le terrain. On aura l'occasion de parler de l'ensemble de vos actions. Alors, d'après le sondage, plus de 8 millions de Français vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté qui est fixé à 1 015 €. Et c'est une précarité, c'est le sondage qu'ils mettent en avant, qui est avant tout alimentaire. Aujourd'hui, ces Français ont du mal à se nourrir. Voilà, c'est assez dramatique en fait de se dire qu'au XXIe siècle, il y a quand même un compatriote sur 5 qui réussit pas à s'alimenter correctement. Et puis ça fait partie des besoins vitaux quand même. Donc c'est préoccupant que les besoins vitaux ne puissent être satisfaits correctement pour une partie de nos compatriotes, quoi. Des difficultés à se nourrir et aussi à se nourrir convenablement. Beaucoup disent avoir des difficultés à acheter des fruits frais, à consommer du poisson, à payer aussi la cantine des enfants. C'est aussi une difficulté, oui, à se nourrir convenablement. C'est ça. Et puis la fameuse règle de 5 fruits et légumes par jour est inaccessible pour des millions de Français. Manger de la viande rouge une fois par semaine n'est pas possible pour ces personnes-là. Donc je sais pas si vous vous rendez compte. Moi, quand on voit des chiffres comme ça, c'est quand même assez effarant, puisque on pourrait s'imaginer quand même qu'étant dans un pays riche, ce soit plus ce type de problème auquel on peut être confronté, quoi. Est-ce que d'ailleurs les personnes yvelinoises qui viennent vous voir au Secours populaire des Yvelines, c'est avant tout pour cette aide alimentaire ? Oui, alors il y a aussi le fait qu'on est identifié comme une association dépannant au niveau alimentaire, et puis comme je disais, c'est un besoin vital, donc quand c'est vital, on a un petit peu moins de scrupules aussi à pousser la porte quand on va pas bien, et donc pour nous c'est aussi une porte d'entrée, c'est-à-dire qu'on le conçoit comme ça, c'est-à-dire que l'aide alimentaire c'est la chose naturelle, et puis ça permet, quand on établit le contact avec la personne, de lui proposer d'autres formes de solidarité, peut-être un petit peu plus sur le temps long, et qui puissent lui permettre de trouver des issues ou des solutions quand c'est possible pour sortir de la précarité. D'autres actions qu'on va développer dans un instant. Combien de familles ont bénéficié de l'aide alimentaire du Secours populaire dans les Yvelines ? Plus de 1700 familles sont inscrites régulièrement en fait au niveau de l'aide alimentaire, et puis après il peut y avoir des dépannages d'urgence. Difficultés sur l'alimentation, il y a aussi un grand nombre de sondés qui parlent de difficultés à payer certains frais médicaux qui sont mal remboursés par la sécurité sociale, 38%, et même certains estiment avoir du mal à disposer d'une mutuelle santé. Ça veut dire qu'aujourd'hui on a des difficultés à s'alimenter, il y a aussi des difficultés à bien se soigner en France. Oui, parce qu'en fait, il y a des mécanismes qui font que la santé est de moins en moins accessible aussi. Il y a un transfert de charges vers les mutuelles. Sans être trop technique, je pense que les personnes qui regardent comprennent. C'est-à-dire que maintenant, si vous n'avez pas de mutuelle, il y a toute une partie de vos soins qui sont peu ou pas du tout remboursés. Et donc, qui dit accès à la mutuelle dit paiement de la mutuelle. Qui dit paiement de la mutuelle dit capacité à le faire, et pour les personnes en situation tendue, c'est compliqué. Et souvent, on nous oppose la CMU, la CMUC, donc ce sont des mécanismes couverture maladie universelle et complémentaires pour les plus précaires, mais il y a toutes les personnes qui se situent au-delà de ces plafonds-là, pour qui il n'y a pas de possibilité d'accès à prix réduit, et donc ça rend les soins de base compliqués, et il y a beaucoup de personnes qui renoncent à des soins de santé basiques par manque de moyens. Le dentaire notamment, c'est une réelle problématique. Le Secours populaire notamment qui aide les familles en équipement en lunettes. Oui. Il y a d'autres actions, alors on le disait tout à l'heure, cette campagne pauvreté, précarité, avec de multiples initiatives. C'est pas que l'aide alimentaire, c'est beaucoup plus d'actions sur un panel large, on peut dire. Oui, comme on dit souvent dans notre association, l'être humain n'est pas qu'un estomac sur pattes. C'est un peu trivial, mais tout le monde comprend. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le besoin alimentaire, c'est se nourrir et boire de l'eau. Ça, c'est indispensable à la vie. Mais en fait, il y a la culture, l'estime de soi, la santé, on l'a dit, l'accès aux droits aussi. Il y a un besoin de plus en plus d'informations, parce qu'une multiplication de mécanismes qui rendent difficile, y compris pour les professionnels du champ social, de connaître tous les mécanismes. Donc, du coup, la lutte contre la pauvreté et la précarité, c'est bien plus que soutenir au niveau matériel
les personnes. C'est aussi un devoir, on va dire, de citoyenneté, c'est-à-dire ne pas laisser le moins possible de personnes sur le bas-côté, quoi. Et d'autres actions, on n'a pas le temps de les développer parce qu'on arrive à la fin de cet entretien, mais notamment sur l'aide au départ en vacances. Il y a eu un village copain du monde qui s'est tenu. C'est l'une des actions qui était cet été à l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Merci à Pascal Rodier d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du Secours populaire des Yvelines. Une initiative citoyenne mondiale. Samedi, c'était le World Cleanup Day. 130 pays se sont mobilisés pour nettoyer la planète. À plaisir, une quarantaine de personnes s'est réunie à l'initiative d'une association locale. Reportage de Marilène Yapichino et Mickaël Elmidoro. Une bataille de pinces pour ramasser un mégot de cigarettes. Pas de doute, les enfants se sont pris au jeu du ramassage de déchets. Une façon ludique pour ce père de famille de sensibiliser ses enfants de 8 et 12 ans au respect de l'environnement. Regarde, tu vois là le papier là, qui est là ? Ça aussi, ça fait partie des choses qu'on ramasse. Il n'y a pas que dans l'herbe en fait. C'est la ville dans sa globalité. Des petits objets du quotidien retrouvés dans la nature, dont un particulièrement présent. Comme petite chose ? Ouais, 2 cigarettes. N'empêche que tu as vu, les cigarettes, ça représente le gros de la pollution pour l'instant en ville. Ouais. De voir tout ce qui est jeté, je pense que ça va aussi les sensibiliser à vie de leurs copains et peut-être les amener à dire à leurs copains de ne pas jeter par terre. Plaisir en transition a pensé à tout pour permettre la récolte au mieux, sans oublier le tri des déchets. La chariote, elle permet de délester un peu les personnes qui ramassent et de faire du tri directement, c'est-à-dire le verre, le carton et les ordures ménagères de manière un peu plus facile. Sensibilisation réussie chez les plus jeunes qui se confrontent directement à la quantité de déchets retrouvés hors des poubelles. Le nombre de déchets qu'il y a par terre et le nombre de cigarettes, c'est plutôt énorme. Déjà devant chez moi il y en a plein, du coup ça commence à m'énerver un peu, oui. Je suis sensible et ça m'énerve vraiment. Plaisir en transition renouvellera l'action régulièrement. Prochain rendez-vous dans les rues de la commune, fin octobre. Vous avez trouvé un trésor là ? Une information révélée début septembre dans une lettre de cadrage. Matignon souhaite supprimer 1600 postes de conseillers techniques au ministère des Sports. C'est d'ici 2022. Le budget des sports sera par ailleurs amputé de 30 millions d'euros dès l'an prochain. Bonsoir Luc Miseret. Bonsoir. Vous êtes conseiller sportif à la direction départementale de la cohésion sociale, également syndicaliste SNEP FSU. On va voir avec vous quelles conséquences locales pourrait avoir cette décision. D'abord une réaction à ces prochaines suppressions. Est-ce que c'est un mauvais signal envoyé par le gouvernement? On est à quelques années des Jeux Olympiques à Paris de 2024. C'est un très mauvais signal pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. C'est également un très mauvais signal pour le développement du sport dans notre pays. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il y a deux catégories un petit peu chez nous. Il y a ce qu'on a entendu les CTS, conseillers techniques et sportifs, qui sont des personnels qui sont mis à disposition par l'État auprès des fédérations, oui, qui après les déclinent. Il y a des entraîneurs nationaux, il y a des cadres au niveau régional ou au niveau départemental. Et puis, nous qui sommes, en l'occurrence, moi j'ai fait les deux, mais nous qui sommes des conseillers sportifs. Au sein des directions régionales, départementales. Et au sein des directions départementales, ce qui est très important dans le cadre de la proximité, c'est-à-dire de l'accompagnement qu'on peut apporter aux associations. Pourquoi le statut de cadre d'État est important et de fonctionnaire d'État? Pourquoi on a mis des fonctionnaires d'État? Pour une bonne et simple raison, c'était de les rendre indépendants par rapport à tout groupe de pression, oui, ou tout lobby, etc. C'est ça l'objet. Et c'est ça que ce gouvernement, et en l'occurrence le président de la République, veut détruire. Et ça, c'est extrêmement grave. Alors c'est grave parce que les fédérations, par exemple, il y avait une lettre, je ne sais pas si vous avez vu, Monsieur Rouget, le président de la Fédération française de judo, qui disait il y a quelques années, on nous a proposé des postes de cadre. On nous a dit, on les supprime en tant que fonctionnaire d'État. Ce qui prouve bien que l'idée est dans les têtes depuis un certain temps. Et puis, on vous compensera financièrement. La première année, ils ont touché 100%, pas de problème. La deuxième année, ils ont touché 50%. Et la troisième année, ils ont touché 25%. Et après, ils n'ont plus rien touché du tout. Vous disiez, ces postes dont on parle au ministère des Sports, ils concernent notamment les directions départementales de la jeunesse, des sports, de la cohésion sociale. Ça veut dire qu'aujourd'hui, votre service, votre poste se retrouve directement menacé ?
Alors aujourd'hui, Est-ce que vous avez eu des retours de... Non, pour l'instant, on ne sait pas grand-chose. Mais ce qu'on sait, c'est que donc pour les cadres qui sont auprès des fédérations, le risque, c'est aussi que ceux qui sont dans des fédérations qui ont plus de moyens parce que plus médiatisés s'en sortiront plus ou moins bien, mais ils y laisseront des plumes. Quant aux autres, alors là, ça va être compliqué. Et donc, c'est tout le modèle, puisqu'on prend comme référence les Jeux Olympiques et Paralympiques, qu'on nous présente par rapport au système anglais. On nous dit, à Londres, ils ont créé une agence, ils ont eu plein de médailles, c'est très bien. Sauf que, dans le même temps, ce qu'on nous dit pas, c'est que il y a eu une chute considérable du nombre de licenciés en Angleterre, parce que l'argent est uniquement concentré sur les disciplines qui pouvaient rapporter des médailles. Les autres, elles ont été complètement délaissées. Et alors, le développement du sport dans son ensemble, lui, il est laissé pour compte. Donc, ces décisions sont extrêmement graves, et les associations, puisque vous me posez la question, quelle résonance ça va avoir? Oui, c'est ça. Les associations... Vous parliez des fédérations, on imagine qu'au niveau local aussi, ça pourrait avoir des incidences. Voilà. Par exemple, je vous cite 3 exemples en date. Nous, on a travaillé au sein de la DDCS des Yvelines pour accompagner les comités départementaux sur la diversification des ressources financières. Au départ, on l'a fait sur l'optique du développement associatif et du développement du sport. Nous est arrivé là-dessus toutes les mauvaises annonces gouvernementales de réduction drastique. Il faut quand même s'imaginer, c'est 50% du CNDS en moins en une année. C'est énorme. Donc du coup, voilà, on a mis en place une académie des entraîneurs sportifs pour qu'ils se rencontrent, pour qu'ils échangent de leurs compétences. Il y a des richesses énormes, sauf qu'elles sont maintenues en sommeil. Ça, faut le dynamiser. Qu'il fait les fédérations? Si elles le faisaient, ça faisait longtemps qu'elles l'auraient fait. Donc, si nous, on n'avait pas été là pour le faire, voilà. Troisième exemple, qui est celui sur lequel on travaille à l'heure actuelle, c'est d'accompagner les associations à tous les niveaux sur... on dit souvent qu'il faut repenser le modèle économique associatif. Eh ben, on les accompagne là-dessus, on les accompagne sur les ressources qui sont les leurs. Qui fait ça? Leurs fédérations ne le font pas. Donc il y a cette complémentarité qui nous permet de faire ça, et c'est ça que le gouvernement veut supprimer. Beaucoup de risques, on l'a compris. C'est catastrophique. On arrive déjà à la fin de cet entretien. Est-ce qu'une mobilisation est prévue? Est-ce que vous allez répondre à ces annonces? Alors il y a des mobilisations qui sont en cours, donc au niveau des conseillers qui sont touchés. Mais nous, on est un tout petit ministère. Pourquoi ils sont attaqués à nous en premier? Faut pas que les gens se leurrent. On s'attaque à nous en premier, les autres vont suivre. Donc on a intérêt à tous se réunir dans ce combat-là pour sauver le service public, parce que l'État est le garant de l'éthique républicaine, c'est-à-dire de l'équité de tous les Français, de toutes les associations, quel que soit leur choix, leur discipline, leur territoire. Eh bien, c'est cette équité-là qui est remise en cause. Merci Luc Miseret d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes conseiller sportif à la direction départementale de la cohésion sociale, syndicaliste pour la SNEP FSU. Merci d'avoir été avec nous. J-7 avant le début de la Ryder Cup à Saint-Quentin-en-Yvelines. La compétition n'a pas encore commencé, mais déjà c'est l'heure de voir quel héritage elle pourrait laisser au territoire. Une conférence débat sur le sujet a été organisée la semaine dernière. Michael Elmidoro. Dépasser le chiffre des 410 000 golfeurs licenciés, c'est l'objectif clairement affiché par la Fédération française avec l'organisation de la première Ryder Cup sur le territoire français. La structure espère bénéficier de ce coup de projecteur planétaire pour attirer de nouveaux adeptes. On pense qu'après cette Ryder Cup, évidemment, un plus grand nombre de personnes auront eu un premier contact avec le golf, et on espère que, bien sûr, ils vont se mettre à jouer au golf. Pour créer une nouvelle génération de passionnés, la Fédération française a parié sur la jeunesse en lançant dès 2015 à Saint-Quentin-en-Yvelines Mon carnet de golf sur la Ryder Cup, un programme éducatif ludique pour les CM1 et CM2. Le succès qu'a remporté cette opération a poussé l'éducation nationale à étendre l'opération sur tout le territoire. Donc oui, ça a marché, ça continue à marcher et ça va encore marcher. La Ryder Cup 2018 va également permettre au golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines de se faire un nom. Avec sa rénovation à 7,5 millions d'euros, l'Albatros est considéré comme l'un des meilleurs parcours au monde. Un standing qui lui permettra d'organiser de nouvelles compétitions internationales dans le futur. Nous voulons poursuivre cette politique
politique d'accueil de grands événements pour montrer et concrétiser toujours ce savoir-faire français et que la Ryder Cup nous a offert. Et pourquoi pas, je ne dis pas que nous le ferons, mais on pourra y réfléchir, après la Ryder Cup, à accueillir la Solheim Cup, l'équivalent féminin de la Ryder Cup. En attendant la Solheim Cup, le golf national accueillera en 2022 les championnats du monde et en 2024 les Jeux Olympiques. Le golf à Saint-Quentin en Yvelines, une histoire d'amour qui devrait durer. Et toute cette semaine, nous vous présentons le parcours de cette Ryder Cup 2018. Place au trou numéro 2, secteur compliqué pour les joueurs. Patrick Jacques de Dixmude et Mickaël Elmidoro. Bienvenue sur le trou numéro 2. Donc trou numéro 2 qui va être un trou assez stratégique également à jouer pour les joueurs de la Ryder Cup. Pourquoi ? Parce que c'est un trou qui techniquement est assez compliqué. C'est un trou sur lequel, si le joueur a mal engagé le trou numéro 1, on peut vite se mettre la pression sur ce trou numéro 2. Et s'il engage mal ce trou numéro 2, peut vite se mettre la pression pour la suite du tournoi. Trou numéro 2 qui est en par 3, qui fait 192 mètres de 110 yards, avec, comme vous pouvez le voir, la plus grosse des difficultés qui est l'eau, l'obstacle d'eau, qui est vraiment, on va dire, plus que présente devant le green. Et surtout, ce green qui est encore une fois un peu similaire à ce trou numéro 1, est un green qui est plutôt dans la largeur et assez peu dans la profondeur. Donc là, vraiment, la difficulté, ça sera la foule, encore une fois, qui sera certainement assez nombreuse autour de ce trou-là, parce que là, la priorité, c'est de trouver et de faire le bon choix du club, parce que il faut quand même poser une balle avec énormément de pression, à plus de 190 mètres, avec la punition qui est immédiate si le coup est mal touché, ou le club trop court, ou même trop long, parce que, comme on peut le voir au fond derrière, il y a quand même du rough et des bunkers qui accueilleront les balles avec grand plaisir. Donc là on est sur le green du trou numéro 2, donc ça va être un trou assez spectaculaire parce que ça reste du match play, et donc le match play il va y avoir différentes stratégies, soit les joueurs qui vont être beaucoup dans l'offensive, donc qui vont attaquer tous les mâts, soit plutôt on va dire dans une stratégie plutôt d'attente, mais il n'empêche que le drapeau au fond à gauche sera très délicat, et l'autre position également qui est extrêmement délicate, c'est à l'entrée à droite, parce que là vraiment la zone sur laquelle le joueur peut poser la balle et vraiment, je sais pas, il doit y avoir à peu près 3-4 mètres de profondeur. Et si il est en dehors, c'est-à-dire que s'il a un coup à jouer du bunker, un coup à jouer du rough, ou si le coup est mal touché avec une balle trop courte, tout de suite le joueur est délicat. Donc trou numéro 2, on est toujours dans l'arène de départ, et je pense que sur ces deux trous qu'on a vu, trou numéro 1, trou numéro 2, il va se passer beaucoup de choses à la fin du mois. Du golf national, nous allons au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. L'Écrin accueillait ce week-end le Vélodrome Sports Day avec une nouveauté sur place, la glisse urbaine. Les objectifs de l'événement au micro de Mickaël Elmidoro. Faire découvrir en fait des nouvelles activités en plus de celles qu'on a inaugurées en 2014, et notamment celles que j'ai introduites précédemment, les sports de glisse urbaine, donc notamment les circuits d'overboard. On avait aussi la partie trampoline, donc là on est moins dans le sport de glisse, mais c'est des choses qu'on ne proposait pas auparavant et qui aujourd'hui nous permettent de compléter notre panel d'activités. L'idée c'était de repérer ce qui allait plaire le plus à travers les statistiques de fréquentation, les inscriptions, et puis ensuite à travers cela, pourquoi pas inaugurer une école de sport lors de la rentrée prochaine à travers les sports qui auront le plus fonctionné aujourd'hui. On termine ce journal avec le coup de cœur culture du mardi. Bonsoir Mélanie Poquet. Bonsoir. Votre coup de cœur cette semaine est musical. On se rend dans un festival avec vous Mélanie. Oui, tout à fait Grégory. On verra à l'Estival de Saint-Germain-en-Laye. Alors ça se passe du 21 septembre au 6 octobre. Et ce ne sont pas moins de 33 artistes qui répondent présents. Il y a Benabar Christophe, Laurent Voulzy, Noah, Nolwenn Leroy. Bien sûr, c'est dur de citer tout le monde. Alors le festival a peut-être plus de 30 ans. Mais cette année, c'est aussi un anniversaire. C'est celui des vitrines découvertes. On fait découvrir des jeunes artistes. Benabar et d'autres sont passés par l'Estival dans les découvertes. Et donc là, cette année, ce sont les 10 ans des vitrines découvertes dans leur formule nationale et internationale, puisque
On fera découvrir le 22 septembre après-midi 7 artistes qui viennent de Belgique, du Canada, de Suisse et de France. Alors on a vu, Mélanie, les visages de ces 7 artistes francophones en écoutant le directeur de l'Estival. Qui sont-ils, ces artistes ? Alors, il y a 3 représentants français. Alice, qui a sorti son premier EP en 2017. On a aussi Beauty and the Beast, qui joue la carte old school en mêlant du blues, du folk, du swing, ou encore June Milo. Alors, nos voisins suisses et belges sont représentés par les fils du Facteur et Yvan Tircio. Et les 2 derniers ont traversé l'Atlantique. Émile Bilodeau et Chandaï Dulou, eux, viennent du Canada. 33 artistes ou groupes, difficile de faire son choix parmi cette offre. Mélanie, est-ce que vous nous en conseillez un ou une ? Alors moi, je vais plutôt me fier au directeur du festival parce qu'il m'a cité un artiste à plusieurs reprises lors de notre entretien. Et il s'agit de Loïc Lantoine. Il sera accompagné du Very Big Experimental To Be Free Orchestra. C'est une association qui est née d'une rencontre entre un poète à la voix rocailleuse et un orchestre de 18 musiciens. Écoutez. Je courais très très vite après le premier cheveu blanc de la plus belle femme du monde. Quand tout à coup, elle s'est retournée. La première fois que je l'ai vue, elle était grande. La deuxième fois que je l'ai vue, elle était immense. Je lui ai bafouillé que chez moi. Tout est à prendre. Et si je tends une main qui tremble, quand même je danse, quand même je danse, quand même je danse, quand même je danse. Ils se produiront le 22 septembre au Théâtre du Vésinet. L'Estival, lui, débute le 21 septembre avec un concert gratuit d'Amélie de Catherine Lara. Et cette 31e édition est aussi dédiée à l'association Autour des Williams qui se bat, Grégory, contre une maladie génétique, le syndrome de Williams-Eberen. Une belle initiative. Merci Mélanie pour cette chronique et on vous retrouve dans un instant avec un nouveau numéro de votre émission, le 7-8 Culture. C'est la fin de cette édition. Le 7-8 journal est bien sûr à revoir sur notre site internet et notre application mobile. Très bonne soirée avec TV78.